réunion de groupe. Au premier point, le premier sujet qu'on a évoqué, celui de la SNCF, on demande aujourd'hui clairement un retrait des ordonnances. Il faut que les masques tombent et que chacun sache ce qu'il y a dans cette réforme. Le Parlement n'a pas vocation à travailler sous la dictée de Sudrail ou de la CGT, pas plus que de l'exécutif. Le Parlement doit pouvoir travailler en transparence. Et pour cela, l'exécutif peut nous dire quelle est sa réforme. Or, aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans un phénomène anxiogène, c'est-à-dire que ça génère de l'inquiétude chez les agents, chez les clients et les usagers. Chez les parlementaires, personne ne sait ce qu'il y a dans cette réforme. On nous dit, mais on pose les têtes de chapitre, et puis au gré des négociations avec Sudrail et la CGT, on vous apportera des amendements à voter, et surtout, mesdames, messieurs de la majorité, vous êtes priés de claquer des talons et de voter sans rien dire. Alors, ce n'est pas comme ça que le Parlement doit travailler. Donc, monsieur Macron ait le courage de travailler à cahier ouvert et de nous dire ce qu'il y a dans cette réforme. Et qu'on sache réellement d'abord s'il y a une réforme, parce qu'on est aussi en droit de se poser la question de la nature même de cette réforme. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce qui est ressorti de notre réunion de groupe. Ensuite, ce qui vous a pas échappé, je suis entouré de Julien Live et de Guillaume Pelletier, parce que jeudi, nous avons notre journée, on appelle de niche parlementaire, et nous avons axé sur le pouvoir d'achat avec deux textes qui vont passer en priorité, qui visent à redonner du pouvoir d'achat aux Français, donc avec le texte sur la défiscalisation des heures supplémentaires qui va être présenté par Julien, et Guillaume sur le ticket carburant. Il y aura deux autres PPL également. Il y en aura une sur la reconnaissance de la carte d'ancien combattant pour les personnes qui ont été mobilisées après les accords d'Évian entre 62 et 64 et qui ne sont pas reconnus anciens combattants. Donc ça, ce sera présenté par Gilles Lurton. Et ensuite, une PPL sur les gens du voyage qui revient du Sénat, qui sera présentée par Virginie Duby-Muller. Mais sur le pouvoir d'achat, peut-être que Julien et Guillaume vous en disent un mot, et puis... la SNCF. J'entends dire que M. Macron a le courage de dire ce qu'il y a dans cette réforme, de soupçonner. Écoutez, d'abord, d'être plus anxiogène que réformateur. Et on est d'ailleurs dans une forme de professionnalisation de l'amateurisme de la part du gouvernement. Quand on voit l'affolement général ce week-end, où on retire, où l'interview du ministre des Transports, qui est prévue chez un de vos confrères aux Échos, est totalement revue, corrigée, ce qui fait qu'elle ne correspond plus à rien de ce qu'elle avait dit pendant cette interview, tout cela par Matignon. On continue l'affolement général avec des amendements qui sont réalisés sur un coin de table pendant le week-end, déposés hier sur la table du Parlement, avec l'Assemblée nationale qui va avoir 3 jours pour étudier ce texte, et après on va nous expliquer que le Parlement perd du temps, etc., que la réforme n'avance pas. C'est l'affolement général, aucune ligne. Quelle est la réforme de M. Macron? On n'en sait rien. Il n'y a rien sur la dette, il n'y a rien sur les petites lignes. Sur le statut, on nous dit on réforme le statut, mais on ne touche pas aux retraites, mais on ne touche pas au salaire, mais on ne touche pas à l'emploi à vie, et puis ce sera volontaire, ce sera... Donc qu'est-ce qu'il y a réellement dans cette réforme? Le calendrier, on nous explique que sur l'ouverture à la concurrence sur certaines lignes, on va repousser à 2033 ou 2039. Je pense qu'il y a un moment, il faut avoir le courage de porter une réforme, que M. Macron et son gouvernement aient un peu de courage et soient capables de dire est-ce qu'il y a une réforme, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et je pense que ça évitera effectivement l'anxiété qui est en train de se générer partout et de bloquer complètement le pays. Non. Nous, on a toujours été sur une ligne qui était celle de l'ouverture à la concurrence. On n'a pas bougé. Simplement, aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il y a dans la réforme. Ce que je vois, moi, ce que je soutiens en tout cas, c'est les usagers qui aujourd'hui sont bloqués. Sont bloqués parce qu'on a un gouvernement qui n'a pas le courage d'afficher la couleur et qui se planque, qui joue, en fait, qui détourne en réalité l'utilisation des ordonnances. Parce qu'on n'est pas du tout dans quelque chose qui génère l'urgence.
M. Macron n'est pas le grand réformateur qui décide de faire porter une réforme tout seul, la SNCF. On est dans le cadre du paquet ferroviaire, d'une directive européenne, où il a l'obligation de le faire avant fin 2019. Donc tout cela est connu depuis 10 ans. Et derrière cela, on joue avec les Français, avec les usagers. C'est bon sur le sujet? Si vous me chauffez, je peux continuer. Mais je voulais aussi qu'on dise un mot sur le pouvoir d'achat. Allez. Merci, Christian. Bonjour à toutes et à tous. Très brièvement, parce que j'imagine que vous savez de ce dont il s'agit, la question de cette proposition de loi sur les heures supplémentaires défiscalisées et désocialisées. L'objectif, c'est les deux leviers que vous avez dans le TEPA, les deux leviers qui sont à la fois l'exonération des charges sociales pour les salariés et patronales pour les entreprises de plus de 20 salariés, et l'exonération à l'impôt sur le revenu. C'est vraiment les deux leviers. Et à ce texte-là, déjà il a été toiletté pour être en phase avec l'évolution du Code du travail, bien sûr, puisque depuis 2007 ça a bougé. Surtout, il a été apporté une mesure innovante qui est le contingentement. Parce que j'ai le souci, et nous avons le souci aussi de la dépense publique, le contingentement des heures supplémentaires est prévu par une voie réglementaire, mais elle laisse aussi la possibilité aux partenaires sociaux et aux branches de discuter de ce contingent d'heures supplémentaires. Donc je le disais, on écarte la question d'envoler l'inflation des dépenses publiques, mais surtout, on évite aussi les potentiels effets d'aubaine, en tout cas ce qu'on pourrait nous mettre à la figure, les potentiels effets d'aubaine dans une telle mesure. Ce qui est intéressant à regarder, c'est surtout le comportement de la majorité. On l'a vu en commission, qui sont pas contre le texte. Oui, c'est bien, c'est une bonne idée. C'est forcément une bonne idée quand il s'agit de parler de pouvoir d'achat. On a vu déjà depuis quelques mois qu'ils étaient assez maladroits, ils ne savaient pas par quel bout prendre le sujet. Donc, c'est une bonne idée, mais on ne la votera pas. On ne la votera pas parce que ça ne vient pas de nous. Et je l'ai vu en commission. En commission, déjà, il y a eu 0 amendement de la majorité. Ça serait peut-être intéressant d'avoir un débat. Et moi, j'ai vu qu'il y avait un manque de passion. Un manque de passion pour le débat parlementaire, mais aussi un manque de passion pour les Français. Un manque de passion pour la question du pouvoir d'achat. C'est absent. Et 0 amendement de la part de la majorité. À côté de cela, il laisse passer, il laisse voter certains articles, certains amendements sur des articles, d'accord. Mais l'article 2 de cette proposition de loi, qui correspond, en tout cas de manière philosophique, correspond à ce qu'a inscrit finalement le candidat président dans son programme, qui est la désocialisation, à ce que nous vante le gouvernement qui est la désocialisation. Même cet article-là, la majorité a voté contre. Ils ne sont pas abstenus, ils auraient pu s'abstenir. Ils ont voté contre. Donc ça montre bien une chose, c'est simplement ce rejet du débat, ce rejet de la proposition qui viendrait de l'autre, au moment où on nous a dit qu'on était prêt à changer les codes, à changer la façon de faire de la politique, on s'aperçoit que finalement, très vite, ils sont retombés dans les calculs politiciens, et c'est quand même dommage, parce que le pouvoir d'achat, à travers ce texte-là, c'est la question du pouvoir d'achat des classes moyennes. Des classes moyennes qui sont, à mon sens, les grands oubliés de ce quinquennat, de ce début de quinquennat. Voilà pour la présentation succincte. Je vais peut-être laisser Guillaume parler à la fois de son texte, puis après on pourra répondre à vos questions si vous en avez. Merci Christian, merci Julien, bonjour à tous. Depuis plusieurs semaines, on se pose nous une question toute simple au groupe Les Républicains. Quand est-ce que la majorité parlementaire et le grand mouvement En Marche vont devenir constructifs? Puisqu'ils en ont l'occasion à travers la proposition de loi défendue par Julien Dive sur les heures supplémentaires défiscalisées. Je rappelle que Bruno Le Maire est pour, Emmanuel Macron est pour, Édouard Philippe est pour, ainsi que sont pour, Gérald Darmanin est pour. Ils ont l'opportunité dès jeudi, sans attendre 2019, 2020 ou 2021, dès jeudi, d'augmenter le pouvoir d'achat de nos compatriotes. Parce qu'au-delà de cette question sur l'esprit constructif, tant attendu, tant réclamé par la majorité, il y a une certitude que personne ne peut dénier. Personne n'est en mesure, aujourd'hui, parmi les parlementaires, parmi les Français, parmi les journalistes, de croiser un seul de nos compatriotes pour nous dire le pouvoir d'achat a augmenté. Pas un. Il y a une certitude absolue
chez nos compatriotes, c'est que le pouvoir d'achat a été mis à mal par Emmanuel Macron, 4,5 milliards d'euros de nouveaux impôts et de nouvelles taxes. Et donc, avec Christian Jacob, nous avons décidé d'y répondre, non pas par le calcul politicien, non pas par des formules, non pas par des phrases, par 2 propositions concrètes, écrites, prêtes à l'emploi, dès jeudi, si la majorité le souhaite, les heures sup défiscalisées, et je reviens à ma proposition de loi relative à la création d'un ticket carburant. Vous savez que 70% des Français vont au travail avec une voiture, qu'un Français sur 4, selon le Crédoc et l'INSEE, a déjà renoncé à un emploi parce que le mode de transport de la voiture était trop cher. Ça, c'est une réalité. Et vous savez enfin, au-delà de la question du pouvoir d'achat sur l'égalité des territoires, que si vous habitez Paris, votre entreprise peut prendre en charge 50% de votre passe Navigo, par exemple. Si vous habitez Saint-Quentin, Provins, Romorantin, aujourd'hui, il n'y a pas de dispositif, hors une part marginale sur la question des frais réels, mais qui ne concerne qu'une minorité de Français, qui permet la prise en charge de ce mode de transport. Et donc le ticket carburant, sur le modèle du ticket restaurant, vise à ce qu'une entreprise puisse prendre en charge jusqu'à 200 € par mois, c'est 200 € par mois de hausse de pouvoir d'achat net d'impôts, puisque cette aide est exonérée de cotisations pour les entreprises et exonérée d'impôts sur le revenu pour les salariés. Donc c'est fondamentalement, très concrètement, une mesure en faveur du pouvoir d'achat des travailleurs, qu'ils soient salariés du privé, fonctionnaires ou apprentis. Ça concerne tout à la fois les voitures à essence et diesel, les voitures électriques, et nous avons accepté un amendement qui a été voté d'ailleurs de la France Insoumise, qui proposait à juste titre une bonification dans le cadre du covoiturage. Donc c'est une proposition de loi équilibrée, 2 propositions de loi que Christian nous a permis de vous présenter, de présenter à la représentation nationale dès jeudi, très concrète. On attend du gouvernement et du président de la République qu'ils se montrent enfin constructifs. Les organisations d'employeurs sont d'accord, parce qu'ils se plaignent déjà de devoir payer le versement de transport, vous rajoutez... Alors, bien sûr qu'on a rencontré tout le monde. D'abord, il y a une possibilité de déduction vis-à-vis des entreprises soumises au versement de transport. Vous savez que dans la quasi-totalité des territoires français, les entreprises ne sont pas soumises à ce versement. Il faut appartenir à une autorité de mobilité urbaine d'une agglomération de plus de 100 000 habitants pour y être contraint. Si le cas se présente, l'entreprise pourra déduire son versement de transport de l'addition des tickets carburant remis à ses salariés. En sachant bien que, de la même manière que le ticket restaurant, dont le coût a été évalué par Bercy à 1,5 milliard d'euros, mais pour 8 milliards de retombées économiques et 160 000 emplois maintenus dans les territoires, c'est un peu la même chose pour le ticket carburant, dont le coût est évalué à 600 millions d'euros à peu près, et dont, compte tenu du pouvoir d'achat augmenté et d'un certain nombre d'emplois maintenus, le coût serait au pire nul. Moi j'ai une question pour M. Jacob sur la réforme des institutions. Alors on connaît votre position. Alors nous parlons... Elle a mérité d'être claire. Oui, c'est clair. Mais que savez-vous de ce que va annoncer Édouard Philippe au final? Sur la proportion, sur la proportionnelle, est-ce qu'on est plus proche de 10 que de 25? Est-ce que la droite va vraiment lâcher sur le cumul des mandats, ce qui semble aller dans ce sens? Qu'en saviez-vous? Écoutez, moi j'ai peu d'informations là-dessus. Vous savez, la manière dont les exécutifs considèrent le Parlement comme un mal nécessaire, donc on a été reçu avec Bruno Retailleau par Édouard Philippe. J'ajoute d'ailleurs, pour une réforme de la Constitution, je crois que c'est la première fois qu'un président de la République ne reçoit pas les chefs de parti. Le Premier ministre nous a reçus, il nous a écoutés, je pense honnêtement qu'il n'en tient absolument pas compte et tout ça n'importe peu. Ça faisait partie des obligations liées à son poste de nous recevoir, donc voilà, il nous a reçus. Maintenant, sur le reste, nous, la ligne est très claire, on est opposé à toute introduction de la proportionnelle. Mais il y en aura. C'est une loi simple.
Donc de toute façon, on n'a pas les moyens démocratiques de s'y opposer. Et quand vous dites non, Mais- c'est qui? C'est l'ensemble, l'unanimité du groupe. Du groupe. Et bon, Pas forcément des sénateurs non plus. bon, je pense que les sénateurs sont sur la même ligne. J'y suis allé la semaine dernière. Bon, ce sera à eux de... bon, je ne vais pas prendre position pour les sénateurs. Mais au groupe, nous sommes sur cette ligne-là. Ensuite, sur la diminution du nombre de parlementaires, on a toujours dit qu'on n'était pas totalement fermé à ce sujet, mais enfin très attentif, encore une fois, à ce que ce ne soit pas les territoires ruraux qui payent la note. Or là, il y a un vrai risque. C'est pour ça que je suis très prudent sur ce sujet, mais il ne nous a donné aucun chiffre, au-delà de ceux que vous publiez régulièrement dans la presse sur les fourchettes, et sur la réforme de la Constitution. Pour nous, il est clair que c'est un paquet global. À partir du moment où il y a la proportionnelle, il ne peut pas y avoir de réforme constitutionnelle telle qu'elle est prévue aujourd'hui, avec des sujets d'ailleurs qui mériteraient débat, que ce soit sur la Cour de justice de la République, sur la nomination des magistrats du parquet avec avis conforme. On peut prendre les points les uns après les autres. Mais on est resté sur ce paquet global. Imaginons une proportionnelle à 15%, ce serait moindre mal? Non, c'est pas moindre mal. À partir du moment... Pour ça que j'ai dit que le bon taux de la proportionnelle, c'était 0. Oui. C'est 0 tout simplement parce qu'on dénature l'esprit de la cinquième. La cinquième République, il y a des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est la stabilité de la majorité et c'est l'autorité gouvernementale. Avec la proportionnelle, on perd sur les deux points. Parce qu'on arrive dans les travers qu'on a connus sous la quatrième. Alors on va dire, oui, mais si c'est 15%, c'est moins important. La réalité, c'est que le verre est dans le fruit. Et donc c'est pour ça qu'on reste totalement opposé. Puis écoutez, moi quand je me promène à Provins, à Romorantin ou à Saint-Quentin, je veux dire, on n'est pas accroché par des gens qui nous disent, surtout mettez-nous la proportionnelle, modifiez la Constitution, on attend après. Bon, en revanche, sur le blocage des trains, ça on en entend parler. Ou sur le pouvoir d'achat, on en entend parler. Donc cette réforme de la Constitution, à part l'intérêt que je vois bien pour M. Macron de faire son Xème discours et de nous faire un grand discours au Congrès, au-delà de ça, je n'ai pas encore vu vraiment l'intérêt. Si nous parlait de modification de la Constitution sur les sujets qui permettent de renforcer la lutte contre le terrorisme, ce sera un autre angle. Tout cela aujourd'hui n'est absolument pas sur la table. Vous ne savez pas quand Édouard Philippe doit parler? Vous n'allez pas parler? Non, moi je vous lis et je vous écoute tous attentivement, et comme ça j'arrive à avoir quelques informations. Et on me dit que ce serait dans la semaine, donc voilà. Mais vous êtes ma source d'information, donc surtout restez très attentifs. Je compte sur vous et nous avons besoin de vous. Ce n'est pas le presse de la... Bon, je vais faire les télés. Je vous laisse Julien et Guillaume. Il y a d'autres questions sur les PPL ou pas? Ah oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est pour savoir si...